fixons un objectif, on s'y tient, on met les financements. 5 millions de logements HLM, plus de 2 millions de demandeurs. Notre pays est de nouveau entré dans une crise du logement, une grave crise du logement. Bien, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition des Paroles libres enregistrées dans les studios de l'AFPOLS à destination des dirigeants et des acteurs du logement social. Avec aujourd'hui un nouveau thème d'actualité, nous allons parler d'énergie avec notre invité et plus précisément du rôle constitutif de l'énergie pour l'urbain. Le lien sera fait donc avec ce que les politiques publiques proposent et produisent dans la ville et aussi avec la ville en matière de transition énergie-climat. Et puis nous ferons le point sur les enjeux liés à la rénovation énergétique qui sont déjà engagés sur des bâtiments existants avec l'apport des énergies renouvelables. Bonjour Margot Pellegrino. Bonjour. C'est avec vous que nous verrons tout cela, maîtresse de conférences à l'université Gustave Eiffel et chercheuse au Lab Urba. Nous avons déjà reçu des chercheurs du Lab Urba. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour profiter de vos travaux, ils sont nombreux, sur ce que vous appelez la massification de la rénovation énergétique. Et celle-ci peut être très performante, vous allez nous le montrer, notamment avec le cas des Pays-Bas. Et puis vous nous direz surtout quels enseignements en tirer pour d'autres pays et surtout le nôtre pour la France. Et puis nous inviterons un discutant à nous rejoindre, c'est la règle de l'émission. Il s'agit de Fabien Lasserre, il est déjà présent dans le studio puisqu'il va vous entendre, il viendra ensuite discuter avec vous. Il est le responsable du pôle innovation et transition à Veolia. Et il pourra confronter donc son expérience, déjà ancienne, ça n'est pas offensant, dans la stratégie de réduction d'empreinte carbone, donc dans son groupe et plus globalement ce qu'il observe dans le secteur. Je crois d'ailleurs que vous connaissez tous les deux. Vous l'avez interrogé pour vos enquêtes, c'est ça? Oui, c'est ça, au tout début de mon projet de recherche. Très bien. Maîtriser la rénovation énergétique des HLM, donc l'éclairage de la recherche, c'est bien notre titre, avec peut-être une définition et des précisions nécessaires pour commencer. Vous parlez d'emblée de massification, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup, qui est à l'origine donc de vos travaux. Quelle définition précise en donnez-vous? Et puis ma deuxième question, vous centrez sur l'urbain. Et je voudrais aussi qu'on le précise. Oui, tout à fait. Merci déjà pour m'avoir accueilli aujourd'hui pour présenter mes travaux de recherche. Donc, effectivement, le terme massification, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent tout aussi bien dans les politiques publiques et dans les discours dans le secteur du bâtiment. Et donc, ce n'est pas un terme que j'ai inventé, que j'ai repris plutôt de l'analyse des politiques publiques. Donc, c'est l'idée, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot massification? C'est l'idée de pouvoir effectuer un saut d'échelle, un pas en avant, une accélération dans la rénovation énergétique de l'existant. Alors, on part d'un constat de départ qui est celui d'un secteur résidentiel qui est très énergivore et qui est globalement donc très émetteur aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et donc qui est au centre de différents objectifs et ambitions des politiques publiques sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Et sur le long terme. Et ce parc, si on se concentre aujourd'hui sur le secteur du parc social, qui est celui qui nous intéresse dans le cadre de cette émission, on a un parc existant qui est peut-être un peu mieux placé que le secteur résidentiel privé, parce qu'on a une quantité de logements qui sont moins positionnés dans les dernières étiquettes énergétiques. Donc, juste pour préciser, le bâti existant peut être classifié dans différentes étiquettes énergétiques selon les seuils de sa consommation. Donc, on a A, B, C, D, F, G, jusqu'à G. Et ça correspond à différents seuils de consommation énergétique. Et donc, pour avoir une idée de l'efficacité d'un terme d'énergie de ce parc, on le classifie dans différentes étiquettes énergétiques. Et c'est vrai que dans le parc social, on a à peu près le 27% de ce parc qui se situe dans les 3 dernières catégories, donc qui sont les catégories les plus énergivores. Et les nouvelles lois qui sont rentrées en vigueur, notamment la loi climat et résilience à partir de 2021, fixent des objectifs très importants pour l'éradication de ce qu'on appelle des passoires énergétiques, c'est-à-dire ces logements qui sont très énergivores, qui posent tout aussi bien de problèmes en termes de salubrité, parce que c'est des logements qui sont inconfortables, parfois vieillissants,
Et aussi, d'un point de vue social, et c'est très intéressant surtout quand on s'intéresse à un parc comme le parc social, des problèmes de précarité énergétique, parce qu'un logement très énergivore signifie des factures très élevées, et donc des ménages qui peuvent être en difficulté pour régler les frais énergétiques connexes. Donc on peut dire que le parc social, en fait, a réagi assez rapidement et peut-être de manière plus efficace que le parc privé, si on vous entend Alors, bien. disons que le parc social est depuis longtemps Parce qu'il était soumis très à des touché, obligations, voilà. soumis aussi à des obligations réglementaires pour l'amélioration de son parc. Donc, il a un plan qu'il établit chaque année avec un quota de rénovation qui doivent être effectués et des moyens qui vont aussi avec. Mais n'empêche que quand même, presque le 27% de ce parc se trouve dans des catégories qui devront forcément évoluer à l'horizon d'abord 2034 avec cette loi Clémence et Résilience, et puis 2050 avec la stratégie nationale bas carbone qui pose un objectif vraiment presque de neutralité énergétique pour tous les bâtis existants. Et qui concerne tout le monde, hein, en Exactement, l'occurrence. qui concerne tout le monde. D'accord, donc vous avez travaillé bien sûr sur le logement social. Après l'urbain, oui, vous le mettez beaucoup en avant aussi. Alors vous avez parlé des politiques publiques, elles ne s'adressent pas qu'à la ville, mais en l'occurrence, ce qui vous intéresse, on va peut-être parler aussi de l'électricité, hein, ça va venir dans notre discussion. Pourquoi aussi vos travaux sont-ils centrés sur l'urbain? Enfin, pourquoi? On peut s'en douter, mais quand même, préciser vraiment. Alors de par mes compétences et ma formation, je suis architecte et urbaniste. Très bien. Mais disons que c'est vraiment un choix d'utiliser une approche urbaine dans la rénovation énergétique, parce que quand on parle de massification, ce qui est implicite, donc c'était le deuxième élément de cette définition que je vais fournir, c'est un saut d'échelle qui est aussi quantitatif en termes de nombre d'unités qui sont rénovées. Dans le cas des projets que j'ai étudiés, qu'on verra aussi après avec M. Lasserre, ce sont des quartiers entiers qui sont rénovés, qui sont concernés. Donc, de mon point de vue, et c'est ce que je défends aussi dans mes travaux, aussi dans l'analyse de ce type de transformation, on ne peut pas se cantonner à une simple échelle architecturale, mais regarder aussi l'échelle urbaine. Ces projets ont des impacts sur les infrastructures énergétiques, qui peuvent être concernées, donc qui doivent être refaites, qui doivent être remis à nouveau sur l'espace public. Souvent, et c'est l'occasion aussi pour améliorer la qualité de l'espace public. Donc ça devient un véritable projet urbain, aussi de par les acteurs qui sont impliqués. Bien. Alors, si l'on reprend un peu la base de vos travaux, parce que j'ai dit ça faisait assez longtemps, et c'est vrai, hein, vous avez choisi... Pourquoi ce thème-là, au fait? C'est juste une petite question de curiosité. Pourquoi un chercheur se dirige vers ce secteur? L'aspect social vous a intéressé, vous l'avez un petit peu dit. Oui. Alors disons, l'énergie est ma spécialisation principale. Et c'est un projet qui m'intéressait justement parce que ça me permettait de concilier l'échelle architecturale et urbaine. Et j'ai découvert presque par hasard cette innovation technique qui était pas que technique d'ailleurs, c'est ça qui m'intéressait, de l'industrialisation de la rénovation dont on parlait aujourd'hui. Et donc, je trouvais que c'était un sujet très intéressant pour un projet de recherche parce que ça permettait de regarder tous les aspects en simultané. Donc, moi, je relève d'un département et aussi d'un groupe de recherche en génie urbain. Et ce qu'on défend, c'est une vision à 360 degrés, c'est-à-dire une vision intégrée des différents aspects. On ne se cantonne pas qu'à l'analyse du technique ou du social, mais on essaye de voir de façon transversale ces enjeux ensemble. Et de même, tout le cycle de vie, en fait, vous intéresse, toutes les étapes. Hein, on est bien d'accord là-dessus aussi. Hein, il faut le préciser. On ne peut pas brûler une étape, c'est pas possible si on travaille sur ce type de thème, c'est bien cela. Oui. C'est à la base. Alors, objectif ambitieux, vous l'avez rappelé, hein, de rénovation énergétique du parc, donc des logements sociaux aussi, la loi climat et résilience, la stratégie nationale de bas carbone aussi. Et dans ce contexte, la massification de la rénovation énergétique paraît comme une nécessité. Est-ce qu'il vous semble qu'elle peut paraître aussi comme une contrainte ? Ou bien elle est bien acceptée aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, cette massification, déjà, je tiens à préciser, aujourd'hui, on se focalise plutôt sur les aspects peut-être d'industrialisation de la rénovation. Et c'est vrai que ça peut prendre des formes très diverses, très variées, très diversifiées. Donc, ça peut passer par des dispositifs très différents d'aide, de soutien, d'accompagnement, de guichets uniques, de subventions. Donc, le panel est très large. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une injonction assez forte à ce que ce parc bâti, d'ailleurs pas que résidentiel, soit rénové. Donc, clairement, pour le secteur tertiaire, par exemple, avec le décret tertiaire, il y a eu des obligations très fortes en matière de rénovation. Et avec la loi climat et résilience, des obligations aussi avec l'interdiction de mise en location des logements passoires énergétiques. Donc clairement, du côté
du propriétaire de ces biens, de la maîtrise d'ouvrage aussi, évidemment, ça peut être perçu comme une contrainte, parce que ça demande un effort très important d'un point de vue économique. Et pour réaliser le saut d'échelle espéré, c'est une question de moyens financiers, économiques, mais moyens humains aussi. Oui, j'allais dire, allégués les à ce pratiques. Quand sujet. je parle de contraintes, effectivement, c'est aussi dans les pratiques, dans les stratégies plus Oui. traditionnelles peut-être, qui tout d'un coup se trouvent bousculées. Se Vous trouvent l'avez bousculées. observé, ça. Alors ça, c'est, disons, un peu à l'origine de ces nouvelles démarches d'industrialisation, Oui. une prise de conscience que l'effort à mettre en place est tellement important qui transforme en fait les métiers et les pratiques. C'est-à-dire que à l'inverse, si on n'a pas une transformation des métiers et des pratiques, difficilement on peut pas imagine y de arriver. pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, donc comment réaliser ces transformations d'envergure, c'est tout le sujet. Alors, vous avez prononcé effectivement ce terme d'industrialisation qui rejoint celui de la massification, c'est-à-dire qu'on parle ici d'une grande échelle. Et je voudrais tout de suite qu'on s'appuie sur cet exemple des Pays-Bas, qui a été l'objet d'un article important et de travaux importants que vous avez conduits. On parlera après d'autres pays européens. Il y a des exemples intéressants du côté du Royaume-Uni, de l'Allemagne aussi, et bien sûr de la France. La démarche Energy Sprong, on va tout de suite dire de quoi il s'agit. Déjà, Sprong, c'est un saut. C'est un saut. Un saut énergétique. Exactement, Voilà. en néerlandais signifie. Et les Pays-Bas ont été les premiers dans les pays européens à l'engager. C'est effectivement autour des années 2010 qu'aux Pays-Bas, le Pays-Bas s'engage dans cette démarche qui naît effectivement du constat qu'à travers toutes les politiques publiques qui avaient été mises en œuvre jusqu'à ce moment-là, on n'arrivait pas à respecter. C'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Donc l'idée au départ était celle de changer de stratégie et de tenter d'avoir une sorte de transformation intégrée du système, de la filière des métiers, de la rénovation énergétique. On parle là de la décision politique. Une On est au décision niveau politique, c'est-à-dire D'accord. que là, c'est un choix du gouvernement néerlandais qui a financé, avec un budget assez important, qui a mandaté une entreprise privée pour concevoir, développer, imaginer, alors évidemment en concertation avec tous les acteurs concernés du secteur, des possibles innovations tout aussi bien techniques, mais aussi organisationnelles, financières, du modèle économique, du modèle du marché, et également réglementaire, parce qu'en fait, la proposition avec laquelle cette équipe Energy Sprong, donc du coup qui s'est constituée, les innovations que cette équipe Energy Sprong a proposées ont demandé aussi la modification réglementaire d'un certain nombre de lois que le gouvernement a effectivement acté pour permettre le déploiement de ce système. Alors, de façon très synthétique, en quoi ça consiste ? L'idée est d'avoir une approche par l'industrialisation, c'est-à-dire par la préfabrication hors site d'éléments de façade et de toiture. Parce que quand on rénove, bien sûr, il y a la composante des systèmes techniques, mais c'est surtout l'enveloppe qui est concernée, qui sont produits hors site et qui sont apportés ensuite. Assemblés et puis apportés et montés, greffés en quelque sorte sur l'existant, avec un nombre important d'avantages en termes de réduction de temps de travaux, le fait que les habitants peuvent rester sur place pendant les travaux, etc. Mais évidemment, il ne s'agissait pas simplement de cette transformation technique, mais aussi d'un paquet de mesures qui allaient avec, c'est-à-dire que on couple à cette façade préfabriquée aussi de la production énergétique pour arriver à un niveau qu'on appelle net zero, c'est-à-dire un bâtiment qui sera neutre en énergie. Énergie zéro. Énergie zéro. Et un troisième élément qui est très important, qui est celui de la garantie de performance, qui est un point névralgique auquel la France n'est pas encore habituée, contrairement à d'autres pays. C'est-à-dire l'idée que, une fois que le bâtiment a été livré, on ne va pas l'oublier et se contenter de dire, oui, effectivement, il devait consommer autant, mais on ne va pas vérifier. Non, on va vérifier. C'est-à-dire on a une garantie que ce logement, dans le temps, il continuera de consommer zéro. D'accord. En tout cas, le seuil qui a été... Ce qui, au passage, pose la question de l'attitude et de la façon dont vont se comporter les habitants. Mais Oui. on va y venir un petit peu plus tard, si vous le voulez bien. C'est un point très important et qui, parfois, a un peu déçu aussi. Je crois qu'on peut le relever. Juste restons encore un moment, cette logique de préfabrication. On voit bien qu'elle bouscule aussi, qu'elle doit faire... pas mal de changements dans les métiers traditionnels, parce que tout d'un coup, on se retrouve, le toit est apporté sur place, le métier d'architecte déjà, la conception, on parle ici de la conception à la réalisation, ça a été accepté comment cela ? Ça a produit beaucoup de débats aux Pays-Bas ? Oui, ça a produit un certain nombre de débats.
il faut imaginer que quand même le système socio-économique de la rénovation aux Pays-Bas est assez différent du système français. Donc, tout ce qui s'est produit aux Pays-Bas n'est pas forcément immédiatement transportable. Mais donc, si on se concentre sur ce qui s'est passé aux Pays-Bas, donc il y a eu clairement un rôle de premier plan pour les grandes entreprises de construction. Et les industriels, donc avec un secteur industriel qui était déjà plus développé par rapport aux Français en matière de construction, et un rôle de second plan, voire de retrait des petites et moyennes entreprises qui ont eu une certaine difficulté à intégrer ces grands chantiers, ces grands projets, parce qu'il faut imaginer qu'il s'agit de plusieurs dizaines, voire centaines d'unités d'habitation d'unités de logement qui sont mises sur le marché en même temps. Donc la toute petite entreprise qui fait 10 employeurs n'est pas en mesure d'assurer un marché si important. Donc, ce sont les majeurs de la construction qui ont remporté ces premières offres et qui se sont lancés. Donc, en discutant avec cette équipe Energy Sprong qui portait le projet, eux-mêmes, ils nous ont raconté un regret qu'ils ont eu dans cette phase initiale, avec un manque de capacité d'anticipation et d'implication des petites et moyennes entreprises. Donc, est-ce que vous êtes en train de dire au fond qu'on a un peu sacrifié ces petites entreprises? Elles n'ont pas survécu à cette révolution. Après, le marché de la rénovation, il continue d'exister. Il y a la place pour tout type d'entreprise. Donc, mais elles n'ont pas pu rejoindre quand même cet élan, ce saut. Ça a été très difficile et surtout, ils ont vécu ça d'une façon... Donc, ils se sont retirés d'elles-mêmes. Bien sûr, donc, pas facile à accepter. Exactement. C'est intéressant de vous entendre parce qu'évidemment, on pense à ce qui peut se passer en France où déjà Energy Sprong est présent. On va y revenir un petit peu plus tard. Ça a été très différent en France, l'approche. Ça s'est passé différemment, vous allez nous le dire. Combien de bâtiments sont construits comme ça sur ce modèle? Vous dites, ça fait déjà... On a une expérience, on a du recul maintenant. Oui, alors aux Pays-Bas, on est sur 5 000, 6 000 logements qui ont été rénovés avec ces systèmes. La France est déjà allée plus loin. Donc là, on est en France actuellement autour de 6 500 bâtiments rénovés ou engagés dans ce processus de rénovation. Et l'Allemagne qui est arrivée, peut-être rattrapant un peu plus tard. Mais il y a un engagement très fort qui s'est fait sur une courte période. Et là, ils sont engagés pour 10 000 rénovations. Puis suivent l'Italie, le Royaume-Uni à différents degrés. Sur le même modèle, donc on suit cette même idée de préfabrication et d'industrialisation. Ce sont les deux maîtres mots. De type Energy Sprong, parce qu'après, il existe aussi d'autres modèles qui ne sont pas... Est-ce que vous avez le sentiment, vous, Margot Pellegrino, après tous ces travaux de recherche et puis surtout de comparaison, que c'est la seule voie possible, ou qu'en tout cas c'est la plus efficace pour, encore une fois, remplir les objectifs qui ont été fixés par beaucoup de pays européens, pas que le nôtre? Oui. Alors... que ça soit la seule voie possible, enfin, non. La seule, en tout cas la principale. Ça, non, la réponse est non, pour deux raisons. La première est que c'est une forme de rénovation qui ne peut pas s'appliquer à tout type de bâti, tout simplement. C'est-à-dire que comme on a l'existant qui est enveloppé par cette façade préfabriquée, déjà, par exemple, tout ce qui est architecture classée, patrimoine, architecture historique, bien évidemment, ne s'adapte pas, ne peut pas être rénové avec ce système. Et l'industrialisation de la rénovation fonctionne très bien sur le bâti homogène et standardisé. Donc, par exemple, sur les grands ensembles, sur les lotissements, aussi sur d'autres formes de bâtis qui ne sont pas résidentiels, par exemple sur les écoles, les bureaux, mais ne fonctionne pas sur les bâtis atypiques, sur les morphologies particulières, sur les typologies. Donc, ça ne peut pas couvrir l'intégralité du parc existant, même si les études montrent que le potentiel est quand même très important et peut toucher à une large partie, effectivement, du bâti qui existe, mais ça ne peut pas couvrir la totalité. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Et puis, se pose la question, et ça s'ouvre peut-être sur des questions environnementales. Vous alliez peut-être me poser la question. Absolument, mais je vous laisse y venir. De l'intérêt environnemental de cette solution. Moi, je trouve qu'il serait très intéressant de comparer une solution de rénovation de type net zero comme celle-ci à travers l'industrialisation et une rénovation, disons, standard sur la notion de cycle de vie, c'est-à-dire en analysant vraiment étape par étape l'empreinte énergétique et carbone. Peut-être que ça a été fait entre-temps, ce sont des études que je ne connais pas pour l'instant. Et de comparer effectivement laquelle est la plus efficace. À d'autres exemples peut-être. Et justement, venons à la situation française. On a dit très vite qu'on connaît bien évidemment cette expérience des Pays-Bas. On a le recul là-dessus. Et cette démarche Energy Sprong, vous aviez l'air de dire qu'elle était un peu différente quand même, son application en France?
Comment Oui, ça s'est passé? disons que... On a suivi moi, j'ai la piste l'impression- quand même, oui. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une intégration des retours d'expérience à partir des Pays-Bas. Oui. Donc, en France, par exemple, il existe des initiatives comme les clubs Energiestrom pour les bailleurs, pour les constructeurs, qui visent à fédérer, à un partage plus important d'informations, à la construction de groupes, à la communication, donc qui sont plus inclusifs. Donc, j'ai l'impression qu'une attention plus importante a été portée vers les petites et moyennes entreprises, vers le rôle qu'elles pourraient jouer dans ce marché, même si dans les premiers projets que j'avais étudiés, c'est vrai que ça reste quand même les grandes entreprises qui remportent dans la plupart des cas les marchés, mais pour une question justement de taille. Ouais. Des lots Mais on qui peut sont- imaginer, par exemple, qu'une démarche de massification, on reprend ce terme, pourrait être mise en œuvre par un organisme seul qui prendrait son propre patrimoine et qui déciderait de le faire seul. Ou Alors, bien, au contraire, plusieurs organismes qui vont se regrouper, comme vous l'avez dit, au Oui. sein d'une Ça, association. c'est quelque chose de très intéressant qui a été observé. Mais on le sait en déjà, ça, on a un France. peu, oui. Ouais, D'accord. comme il s'agit quand même d'expériences encore expérimentales, Oui, avec un niveau de risque quand même assez Bien important du sûr. côté de la bien maîtrise sûr, on d'ouvrage. imagine, ouais. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, les bailleurs sociaux ont donné origine à des structures qui n'existaient pas auparavant, des groupements de bailleurs. On a le cas dans les Hauts-de-France de Giréo, dont Viloja fait partie. Pardon. Une manière de partager les risques quand même. Oui, on D'anticiper a aussi, le cas ouais. dans les Hauts-de-France de MASH, qui est une autre structure de ce type. Et donc, ce sont plusieurs bailleurs, 15, 10, qui se sont mis ensemble pour lancer dans le marché un nombre important, un volume important de rénovation, mais sans qu'il y en ait un seul qui porte intégralement le risque, mais que ce soit partagé aussi dans la lourdeur quand même de lancer un C'est-à-dire marché que le bailleur si n'a pas important. toujours la maîtrise directe, quoi. Il n'est pas toujours le maître d'ouvrage seul. Il n'est pas seul, donc D'accord. c'est ces structures, Le plus souvent. disons, de groupement qui portent... D'accord. le Est-ce que ça a un processus. impact sur les pratiques des maîtres d'ouvrage? On a parlé tout à l'heure des architectes qui sont un peu mis de côté, hein, par définition, puisqu'on construit de manière industrielle. Mais est-ce que sur les maîtres d'ouvrage, ils ont bien accepté? Est-ce que ça change dans leur pratique habituelle? Oui, alors, pour les maîtres... Je reste sur la France, hein, ici. Oui. Alors, pour les maîtres d'ouvrage, bon, après, on aura quelqu'un qui est beaucoup mieux placé que On moi en pour aura un répondre. témoignage. Mais De c'est manière clair- globale, ouais. Alors, disons que c'est le premier changement qui me vient à l'esprit est celui de l'engagement sur le temps long. C'est-à-dire que comme le retour sur l'investissement de ce type d'opérations, qui sont très chères au départ, pour l'instant encore, se fait sur le temps long grâce à cette garantie de performance sur 30 ans, et ben, pour la maîtrise d'ouvrage, il devient très important de suivre le bâtiment sur l'intégralité de son cycle de vie. Donc, d'être présente et aussi sur la phase d'exploitation et maintenance Et de tous d'occupation ces des systèmes logements. techniques qui existent. Après, ça signifie aussi des chantiers d'envergure avec chaque ménage qui reste en plus sur place pendant les travaux. C'est un ménage qui va me poser des questions, qui va demander des explications, qui va peut-être soulever de petits conflits. Donc, c'est quelque chose qui doit être géré. C'est vrai que la phase de gestion du chantier, elle est différente peut-être par rapport à un projet classique Ouais. qui change. Et puis, c'est un rapport aussi différent par rapport au groupement de projets. Et ça, c'est quelque chose d'important à signaler et un lien avec ce que vous disiez par rapport au rôle de l'architecte. C'est-à-dire que la plupart des projets Energiespong ont été réalisés avec un type de marché qui s'appelle marché global en performance, où il n'y a plus la maîtrise d'œuvre qui est séparée, indépendante, mais la maîtrise d'œuvre, donc l'architecte, intègre directement le consortium de projets. Ce qui fait qu'on a d'une part le maître d'ouvrage et de l'autre part le groupement dans son ensemble. Donc le maître d'ouvrage, Eh oui. voilà, il a une position un peu- Et puis le maître d'œuvre n'a plus ce rôle aussi de soutien, peut-être un peu de... Oui, les surtout de l'autre équilibres côté. sont quand même très, Les très équilibres modifiés. sont modifiés, Très oui. modifiés. Oui. Mais ça se passe pas si mal quand même, Ça vous se- avez l'air de dire. Oui. Alors, il y a aussi la question des occupants, hein, et ça, le maître d'ouvrage aussi va avoir affaire aux occupants, vous l'avez dit, surtout si, comme vous l'avez noté dès le début, ils sont là dès le début de la construction et ils ne sont pas obligés de quitter leur logement, Oui, c'est c'est un ça. point très important, Oui, hein, oui. y compris déjà dans le mode de vie, évidemment, dans le bien-être, Absolument. mais aussi financièrement, sans doute. Oui, Ça vaut le absolument. coup aussi. Absolument. Oui, d'accord. Comment se comportent les occupants en général? Parfois, il me semble, dit que les maîtres d'ouvrage sont un peu déçus, justement, parce qu'on n'a pas toujours les résultats escomptés
dans la manière dont eux occupent les lieux. C'est une question qui est très délicate. C'est-à-dire que cette garantie de neutralité énergétique, Oui. elle vaut pour un certain usage de ce logement. Donc, ça a une certaine température de chauffe, certaines quantités d'eau qui est consommée, etc. Le point crucial, difficile, est que le logement est quand même profondément transformé. Il n'a pas du tout la même apparence. Il y a cette 12e peau et il y a aussi un certain nombre, que je n'ai même pas mentionné, d'équipements techniques qui sont installés. Pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, ventilation mécanique, etc. De manière collective, bien sûr. Ouais. Dans Mais enfin, chaque appartement les a. J'ai surtout étudié quand même l'habitat individuel, donc c'est dans chaque maison. Ah oui. Donc l'impact est important. Donc, il y a des ménages qui... il y a plusieurs cas de figure. Il y a des ménages qui ne sont pas en capacité de s'approprier de ces équipements, qui ont une difficulté à comprendre le système, le thermostat, le panneau photovoltaïque, les boutons. Il y a une cabine technique de commande qui est dans chaque habitation. Et voilà. Est-ce qu'ils savent de quoi il s'agit? Pas forcément tout le temps. Mais alors, ça passe par une formation? Comment fait-on? Ça passe par une formation, mais le retour des maîtres d'ouvrage aux Pays-Bas, sur le seul retour d'expérience que j'ai, parce que pour la France, c'était encore trop tôt pour faire ce type d'enquête, c'est que parfois, même avec la formation, ils n'arrivent pas à comprendre forcément l'utilisation de ces équipements, ou ils les comprennent très bien, mais ils ne souhaitent tout simplement pas modifier leur comportement. Oui, parce qu'on peut quand même se dire qu'on le leur a imposé d'une certaine manière, ils n'ont pas eu le choix. En quelque sorte, Voilà. oui, ce sont des locataires. Donc, évidemment, les travaux sont votés. Donc, il faut une autorisation. Donc, il y a un vote, 50% plus 1 de la majorité en France et 70 quand même aux Pays-Bas pour que les travaux soient acceptés de la part des 70 locataires. aux Pays-Bas, d'accord. Aux Pays-Bas. Mais une fois que les travaux sont acceptés, effectivement, après le locataire reste dans le logement, s'il veut ouvrir la fenêtre pour ventiler et non pas faire confiance à la ventilation double flux, le bailleur n'est pas là pour surveiller tous les jours et l'occupant le fait. Mais ça peut faire capoter l'expérience. Disons que ça peut engendrer des consommations qui du coup ne sont pas neutres. C'est ça. Donc, non, c'est un point très important. Et est-ce que c'est un point de réflexion, je veux dire, de tension aux Pays-Bas aujourd'hui? Ça fait partie, oui, on ne peut peut-être pas parler d'échec, mais ça fait partie quand même des difficultés. C'est un point d'attention très fort pour les maîtres d'ouvrage sur la phase d'accompagnement des habitants. Bien sûr. Et sur la façon avec laquelle communiquer. Donc, en fait, le retour d'expérience principal qu'on a eu, c'est que les maîtres d'ouvrage nous ont fait part du fait qu'ils n'avaient pas suffisamment anticipé à quel point c'est ça. Les usages du logement allaient devoir être modifiés. Et donc, ils n'ont pas suffisamment communiqué avec les habitants sur ce point-là. Et le rattraper après un cours de route ou à la fin, une fois le logement déjà transformé, ça a été compliqué. De vos premières observations, Margot Pellegrino, vous avez le sentiment qu'en France, on a tiré les enseignements de ce problème? Je n'ai pas suivi les projets dans on peut pas savoir, c'est peut-être un peu tôt en France. C'est un petit peu tôt pour avoir mon terrain s'est arrêté, vraiment la phase terrain s'est arrêtée assez tôt. Pour avoir du recul. Donc je ne sais pas, mais on aura peut-être que Fabien Lasserre nous en dira davantage. Donc sur l'ensemble de ces recherches, effectivement, il y a pas mal d'enseignements. Hein, vous venez d'en parler. L'industrialisation, en fait, des nouvelles constructions, c'est quand même un phénomène qui est assez récent. Mais si on vous entend, il va connaître une accélération très importante. Est-ce qu'il va concerner tout le monde? On va revenir sur les exemples français. Pour l'instant, toutes les régions ne sont pas concernées, hein, loin s'en faut. On a le sentiment que ça se passe quand même... Le Grand Paris, je pense, non? Le Grand Paris Aménagement. Alors, vous avez parlé du Nord, on va y revenir sans doute tout à l'heure avec Vilogia. Alors, disons que... Est-ce qu'il va y avoir des régions, puisqu'en plus on est sur l'urbain, qui ne seront pas du tout concernées? Alors, l'industrialisation dans la rénovation est un fait récent. Par contre, l'industrialisation dans la construction, non. Bien c'est sûr. quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais c'est vrai que tout aussi bien dans la rénovation que dans la construction, dans la nouvelle construction, on assiste à une accélération, effectivement, qui est témoignée par, dans le monde scientifique aussi, des colloques. Dans le monde des architectes, il y a eu un colloque très intéressant qui s'appelait Hors site, mais pas hors sol, qui a eu lieu juste en novembre dernier. Des annonces, effectivement, Grand Paris Aménagement a annoncé un taux important de nouvelles constructions réalisées à travers l'industrialisation des procédés. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qui revient. Mais la question qu'on pourrait poser, est-ce qu'elle est suffisamment accompagnée par des politiques publiques? Est-ce que jusqu'à quel point, pour l'instant, c'est l'initiative des acteurs? Jusqu'à quel point elle est accompagnée par des politiques publiques? Parce que jusqu'à présent, on voit des initiatives. Il y a par exemple eu un appel à projet Massy Réno, mais ça a été une occasion ponctuelle, un financement ponctuel.
En Allemagne, par exemple, récemment, ce qui a été introduit, c'est un bonus supplémentaire de subvention de 15% qui est lié aux rénovations qui s'effectuent à travers l'industrialisation des procédés. Donc, c'est quelque chose de structurel. Donc c'est un nouvel outil. Ça vous paraît intéressant, par exemple. Ça pourrait C'est clair se que passer ici. si on veut impulser, si on veut soutenir ce type de démarche, c'est plutôt à travers des actions structurantes que par des coûts de financement una tantum qui ne vont pas aider à structurer la filière. L'Allemagne donc a pris des mesures réglementaires en fait. Elle a avancé assez vite pour accélérer le mouvement justement, comme on le dit. Oui. L'Italie aussi, vous disiez, se lance. De quelle manière ? L'Italie se lance. Alors, l'Italie se lance. L'Italie voudrait se lancer. Pour l'instant, il y a Edera qui est un peu l'équivalent de Greenflex ou d'Energie en France ou de Energy Sprong aux Pays-Bas, qui essaye de fédérer et de porter cette initiative. Il y a eu récemment un colloque très intéressant qui s'appelle Rebuild, dans lequel plusieurs sessions étaient dédiées à Energy Sprong et à l'industrialisation des procédés. Et peut-être à venir des nouveaux projets qui vont être annoncés bientôt. Mais vous avez le sentiment que les États s'intéressent quand même. Là, vous dites que les politiques publiques en France pourraient inciter davantage. Dans l'ensemble, les États sont quand même assez présents sur cette industrialisation, cette massification. Mais c'est vrai qu'ils commencent à être plutôt intéressés par ce type de logique aussi, parce que il ne faut pas oublier quelque chose quand même de très important. Ça marche très bien avec globalement la stratégie économique, par exemple en France, qui est celle d'aller vers une réindustrialisation. Donc ça fonctionne en parallèle. Donc l'idée est aussi d'avoir un cercle qui... Oui, un cercle vertueux où on pourrait retourner vers l'industrie. Avec toujours quand même le point d'interrogation sur l'impact environnemental de tout cela, qui pour moi, c'est une question qui n'est pas encore réglée. Oui. Je voudrais que vous disiez un mot du Royaume-Uni. Je crois que vous avez rédigé un article aussi sur ce sujet. Vous êtes peut-être encore en train de travailler sur ce point. Ce sont des économies plus libérales, entre guillemets, que celles que nous avons en France. L'État est moins présent. Comment se passent les choses ? Le cas du Royaume-Uni, je ne l'ai pas creusé particulièrement, mais ce qui était très intéressant et que j'ai repéré est qu'il y a le rôle des énergéticiens qui est très intéressant. Je l'ai dit, je l'ai évoqué très rapidement, mais peut-être que ça me donne le prétexte. Oui. Souvent, ces opérations de rénovation à l'échelle d'un quartier demandent au réseau énergétique électrique d'être refait. Parce que les nouvelles capacités, il y a de nouvelles capacités qui sont installées et le réseau présent n'est pas en mesure d'assurer. Donc, c'est tout le réseau électrique qui doit être parfois remis à niveau. Et donc, ce qui s'est passé aux Pays-Bas, c'est que dans le groupement de réponse aux appels à projets, ce sont des énergéticiens même qui ont pris l'initiative de répondre à ces appels à projets en se disant, comme de toute façon je vais devoir intervenir sur le réseau électrique, c'est intéressant, je vais faire la jonction entre réseau et bâti et me proposer comme acteur pour la rénovation de ces... Donc, c'est une réfiguration majeure du rôle des énergéticiens. Et en France, très souvent, on voit effectivement EDF, Engie... se positionner, bien sûr. Enedis, se positionner et être présent, soit comme observateur et parfois aussi dans les groupements de projets. L'électricité restera l'énergie principale dans les renouvelables. Est-ce qu'il y a du solaire ? Est-ce qu'il y a... Oui. Alors, ça devient, je ne l'ai pas évoqué, mais effectivement, Energy Sprong prévoit un 100% électrique, donc la sortie 100%, du gaz. Ouais. Sortie totale du gaz. Donc ça fait partie, par exemple, aux Pays-Bas, des stratégies nationales. Il y a un objectif de sortie du gaz. Et clairement, avec les nouveautés sociopolitiques récentes de guerre et de conflits, c'est un scénario qui intéresse évidemment d'autres pays aussi, avec le prix du gaz, etc., une question de dépendance. Donc c'est la sortie totale du gaz, 100% électrique, avec cette production en photovoltaïque sur le toit de chaque maison et j'imagine sur le collectif aussi. C'est important le photovoltaïque ou ça reste un peu marginal ? Je pense que c'est quelque chose qui est important pour obtenir la neutralité. Et puis, ça participe au modèle économique parce que ça fait des revenus. Cette électricité qui est produite peut être soit consommée, en profitant aussi des nouvelles lois sur l'autoconsommation, soit revendue. Donc, ça participe au modèle économique. Et on va de plus en plus vers un couplage, au-delà de Energy Sprong, on l'observe, de plus en plus un couplage entre rénovation
et production renouvelable, qui est très intéressante, tout aussi bien, aussi pour le parc social, pas que pour le parc privé. Pour l'instant, on est surtout sur de la rénovation, sur de l'existant, ou on est surtout sur de la construction? Je ne vous ai pas posé la question. Sur Energy-Sprong, Oui. on est sur Energy-Sprong, c'est que C'est que construction, hein, c'est que de industrialisation. c'est que de la rénovation. Que de la rénovation, je veux dire ce que je veux dire. Oui, de la que rénovation. de la rénovation pour Ouais. l'instant. En préparant donc ces matériaux préfabriqués, Oui, d'accord. oui. Mais on peut aller vers un binôme D'autres construction. systèmes d'industrialisation de la construction se développent par ailleurs en C'est en parallèle tout cas prévu. Et existent au-delà de Energy-Sprong. Bien, merci beaucoup, tous ces éclairages, Margot Pellegrino. Je ne sais pas si c'est très connu, tout ce que vous nous dites là, cette massification donc de toutes ces expériences que l'on connaît à l'étranger. C'est toujours intéressant d'avoir des comparaisons européennes. Et en France, où on a déjà cité les Hauts-de-France, l'autre région, il y en a une ou deux en France où on est bien avancé. Oui, Pays de Loire, je crois. Pays de Loire, effectivement. Auvergne-Rhône-Alpes aussi, avec un certain nombre de projets. Pays de Loire, effectivement, avec ce groupement de bailleurs qui a mis un nombre assez important d'unités sur le marché. Il me semble que c'est 2000 ou 2500, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est ce type de volume. Et l'Île-de-France, on a cité le Grand Paris, mais l'Île-de-France avance aussi. L'Île-de-France, il y a Immobilière 3F qui est assez engagé sur cette question. Après, il y a pour le moment moins de rénovations qui sont engagées, mais peut-être plus pour la nouvelle construction. Mais je n'ai pas vu récemment beaucoup de choses sur l'Île-de-France. Eh ben, on va tout de suite voir ce qui se passe dans les Hauts-de-France, puisque c'est le domaine de Fabien Lasserre qui va venir vous rejoindre. Toute dernière question de tous ces travaux que vous avez conduits sur ces questions. Vous avez le sentiment que c'est quand même la direction vers laquelle on va et vous êtes plutôt optimiste sur une couverture bas carbone assez proche en France. Est-ce qu'on va tenir les objectifs des 2 lois résilience que nous avons citées? Je veux dire, en tout cas, est-ce que c'est une des bonnes directions à prendre? Vous en êtes convaincu? Je peux poser un joker? Non. Non, mais disons que... Au vu de vos études, je veux dire, ça vous paraît quand même une direction solide? Ça me paraît une direction. Pour le moment, à mon sens, ce n'est pas suffisamment soutenu pour que ça soit effectif et pour que ça soit efficace dans les délais qu'on s'est impartis. Parce que loi climat et résilience, c'est 2034, on ne se rend peut-être pas compte, mais c'est dans 10 ans. C'est très vite. Donc, les éléments sont là. C'est quelque chose sans doute intéressant à développer, à déployer. Mais pour l'instant, pour moi, les moyens ne sont pas à la hauteur des ambitions qu'on veut attendre. Pour arriver aux objectifs de décarbonation. Exactement. Eh bien, c'est dit. Merci, Margot Pellegrino. On va recevoir tout de suite Fabien Lasserre, donc responsable du pôle innovation et transition à Veolia, qui vous a écouté et qui a certainement d'autres questions pour vous. En compagnie de Margot Pellegrino, donc maîtresse de conférences à l'université Gustave Eiffel et chercheuse au Lab Urba, nous parlons de massification de la rénovation énergétique des HLM et nous sommes très contents d'accueillir Fabien Lasserre, responsable, je l'ai dit, du pôle innovation et transition à Veolia, et qui va pouvoir nous parler de sa propre expérience. Margot Pellegrino nous disait que les Hauts-de-France étaient bien placés, et donc Veolia est très, très présent dans ce processus. Alors peut-être, première question, Fabien Lasserre, c'est vous d'ailleurs qui prenez la main. Qu'avez-vous retenu de tout ce qui nous a été dit là, de l'état actuel de cette massification énergétique en France, mais où nous sommes beaucoup appuyés sur d'autres exemples étrangers? On vous écoute. Merci beaucoup de cette invitation. Je pense que c'est vraiment très très important de maintenant d'échanger sur ces approches industrielles de rénovation avec le recul que l'on a en France, puisque maintenant ça va faire quasiment 10 ans, donc on commence à avoir un recul intéressant, et d'avoir justement des personnes académiques qui s'intéressent à cette démarche pour faire progresser l'ensemble. Oui, alors ce qui est intéressant, ce que j'ai retenu dans ce que vous avez dit, c'est quand même l'approche urbaine. Parce qu'en effet, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté. On a fait alors, chez Veolia, on a fait à peu près 500 logements Energy-Sprong. Donc, un tout petit peu d'expérience sur 4 sites différents. Et on est arrivé sur des sites de lotissement entre 160 et 200 logements. Donc, d'un seul coup, on est parti sur des petites opérations de 10 logements, des opérations de recherche financées par l'Union européenne avec les Pays-Bas, sur des opérations beaucoup plus importantes. Et là, comme vous le disiez justement, il y a l'aspect urbanistique, de lotissement, de projection des gens dans un quartier qui est le quartier de 2050.
Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut que ça soit important, que ça soit désirable en termes d'urbanisme et que ça soit important en termes des infrastructures énergétiques. On a beaucoup de soucis actuellement pour le renforcement de ces infrastructures et que ce soit important aussi d'aborder d'autres sujets, les problèmes de résilience climatique, les problèmes d'infiltration d'eau, de biodiversité. Donc c'est peut-être des moments où on commence à parler, il y a 10 ans, on parlait d'énergie, et maintenant, on va peut-être parler globalement de quartiers à impact environnemental positif. Et une fois, j'avais échangé avec une personne qui travaillait à l'ANRU, et c'est un peu ces mêmes dimensions urbaines en fait que ce qu'il y a eu sur l'ANRU, je pense, qui est un peu unique en Europe, ce qu'on a abordé en France. Ça, c'était le premier point qui, à mon sens, est très intéressant et sur lequel on faudra revenir beaucoup plus, puisqu'en effet, vous l'avez dit, le deuxième point, c'est la massification. 80% des bâtiments vont être rénovés d'ici 2050. Mon appartement, votre maison, votre appartement, je ne sais pas, et le vôtre aussi. Et vous pensez qu'on va y arriver? Pardon de vous interrompre. L'un et l'autre, c'est jouable? C'est le même effort que ce qu'on doit faire pour la reconstruction post-Seconde Guerre mondiale. Le même effort que ce qui a été fourni en France, quand on regarde les chiffres. C'est pas rien. Mais on a réussi, en effet. Donc pourquoi on ne réussirait pas? Margot Pellegrino, optimiste aussi. Elle a déjà demandé un joker tout à l'heure. Vous me reproposez la même question. Et je repose à peu près la même question. Avec la petite différence du parc privé quand même qui est plus difficilement mobilisable en termes de rénovation de l'existant. Parce que justement, votre logement, ma maison, c'est mes fonds, mon propre budget. Voilà. C'est juste, Fabien Lasserre. Alors, ça c'est intéressant comme remarque, parce que justement, un peu le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Et quand on revient, moi j'avais échangé avec les personnes qui étaient à l'origine d'Energy Sprong, et le gouvernement hollandais à la base, au milieu des années 2000, enfin vous savez ça sûrement mieux que moi, on dit, en fait, on a un problème de financement du logement social. Donc ils sont partis de comment on finance, et ils se sont dit, pour financer... si on prend toutes les factures qui sont émises et tout l'argent qui est donné aux énergéticiens, les locataires qui payent leurs factures, si on utilisait cet argent pour le mettre dans la poche pour rénover. Et à partir de là, ils ont créé un système de garantie que vous avez expliqué tout à l'heure avec un locataire. Le locataire, en fait, on fait une promesse. La promesse pour le locataire, c'est pas de lui dire on va réduire de 75% ou de 80% la facture énergétique. Mais on vous fait la promesse de réduire tout de suite de 10%. Mais tant que, par exemple, vous serez locataire chez Veolia, quoi qu'il se passe, l'inflation globale sur votre loyer, plus les charges, plus la maintenance, vous faites un seul gros chèque, ce sera de 1%. Quelles que soient les informations que vous ayez à la télé, dans les journaux, etc., l'inflation, ça sera la même tant que vous restez client chez Veolia, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'ont compris les Hollandais, c'est la stabilité pour les locataires du logement social et pour le parc privé aussi, c'est quelque chose de très important. Ne pas changer les règles constamment. C'est ça. Et pouvoir budgéter son loyer plus énergie. Savoir où on va. Savoir où on va, c'est exactement ça. Et je pense que ça soit dans le cadre du logement social ou du logement privé, ça va être ça la clé. Et à partir de là, une fois qu'on a ce pacte de confiance et de stabilité quelque part, déjà, socialement, ça va soulager les gens. Donc je pense qu'il y aura moins de tension au niveau des gens. Ça va soulager sur la visibilité des bailleurs sociaux aussi, puisqu'on saura exactement ce qui se passe. Et on développe ensuite des produits avec une très bonne qualité, une garantie et mise en œuvre rapide. Et avec moins de problèmes de mise en œuvre. Margot Pellegrino nous dit qu'il y a un vrai sujet avec les occupants. Peut-être qu'on manque encore de formation, d'information auprès d'eux pour qu'ils vraiment acceptent la démarche et le modèle. Est-ce que vous l'avez observé aussi ? Alors ça, c'est intéressant, puisqu'on a pas mal de recul. Les 10 premières maisons étaient livrées, donc elles ont été faites dans la banlieue de Lille, à 8 km de Lille. Ce sont des petites maisons en briques, qui sont maintenant à énergie zéro. Voilà. Après, on en a 160 autres qui ont été livrées il y a 2 ans, donc on commence à avoir du recul. Et alors là, je ne suis pas entièrement d'accord à ce que vous avez dit. Enfin, ça dépend comment on prend les choses. En tout cas, l'objectif est complètement rempli. Et ça donne beaucoup d'espoir. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire en quelques semaines, à rénover tous ces logements. Et à partir de logements qui étaient des passoires thermiques, quelques chiffres, on était à 20 000 kWh. Voilà. On arrive maintenant, la promesse du groupement, c'était 6 000 kWh. 6 000 kWh consommés, 6 000 kWh produits pendant 25 ans, chaque année.
Ben là, on est en moyenne, hein, sur les 160 et les 10, on est à 4500. C'est-à-dire qu'on est meilleur. La production, on est à 8500, on est encore meilleur. Et surtout, la variabilité que l'on a en termes de consommation, elle est quasiment nulle sur le chauffage. C'est-à-dire que le chauffage, c'est pas la question. C'est-à-dire qu'ouvrir les fenêtres, les gens, il y a plein de gens qui ouvrent les fenêtres, il y a des jeunes, des vieux, il y a tout ce qu'on veut, etc. comme profil. Ça change pas, en fait, les choses. Ce qui change, ce qui fait varier entre des gens qui vont avoir une consommation de 2500 kWh, ils ont 2500 kWh, c'est rien, jusqu'à 8500 kWh, qui peut paraître éloigné des 6000 prévus, mais qui est rien par rapport aux 18 000, aux 20 000 initiaux, donc c'est rempli. Et ça, c'est par rapport à l'équipement électrique. C'est-à-dire qu'on renvoie plutôt la responsabilité à quelle étiquette j'utilise pour mon frigo. Est-ce que j'ai 3 télés ? Il y a des gens qui ont gardé 3 frigos. Parce que c'est dans leur usage, en effet. C'est là où je vous rejoins. C'est dans leur usage. Mais en fait, c'est pas sur le bâtiment. C'est-à-dire que l'accompagnement va être plutôt sur comment j'économise mon électricité, etc. Mais pas comment je chauffe et je ventile mon logement. Intéressant, non, l'expérience de Villogia Oui, à ce sujet, Margot Pellegrino. Ça ne rejoigne pas forcément les retours d'expérience qu'on avait eus des terrains Pays-Bas. En fait, je précise, c'est-à-dire que le problème n'est pas tellement de faire accepter la rénovation. D'ailleurs, toutes ces rénovations qui ont eu lieu, justement parce qu'elles avaient été acceptées. Hein. Donc, le problème n'est pas tellement celui de mobiliser les habitants dans cette démarche, qui sont bien contents, le plus souvent des cas, de voir un logement qui est rénové, parce qu'en plus, il est rénové aussi qualitativement à l'intérieur. Hein. Ce n'est pas qu'une rénovation énergétique, esthétiquement c'est aussi esthétiquement, bien sûr. C'est plus sur les écarts en termes de consommation attendus et réels qui ont été mesurés aux Pays-Bas, qui parfois ont mis à mal le modèle économique. C'est-à-dire que c'est justement comme le modèle se base sur une garantie de résultat et de neutralité pour rembourser, pour pouvoir payer les prochaines rénovations. C'est une innovation importante qui a été mise en place aux Pays-Bas grâce à une modification de loi qui a permis aux bailleurs de récupérer la redevance énergétique et la gestion des logements. Eh bien, si ce n'est pas dans la majorité des cas, hein, évidemment, mais quand qu'ils adviennent pour une raison ou pour l'autre, pour un problème technique ou pour une, entre guillemets, maladaptation de comportement, par un manque d'adaptation voulue ou non voulue, ou d'une erreur, tout simplement, la dame qui, par malagarde, éteint le panneau photovoltaïque sur le toit, donc pendant toute l'année, c'est là. Donc ça, aux Pays-Bas, comme le modèle économique est construit comme ça, ça met à mal le fonctionnement même de ce budget énergétique qui est mis en avant. Alors, en France, le modèle est différent. Et peut-être que les retours d'expérience ont fait aussi que sur l'accompagnement des habitants, ça se passe différemment. Donc, c'est qu'on avance. Donc, par exemple, est-ce qu'en matière d'accompagnement des habitants, comment vous êtes... Ça serait intéressant. Vous avez fait de la formation, Fabien Lasserre, comment ça fonctionne? Nous, on a évalué, en fait, donc on a accompagné les locataires, on leur a présenté le projet avant. Alors, on s'est surtout rendu compte qu'il ne fallait pas les prendre pour des cobayes, hein, même si on était avec beaucoup de volonté. On dit, on va vous fournir des logements où ça va être très confortable, etc. Et vous serez les premiers, Eux, ils veulent surtout qu'on leur explique combien de temps ça va durer, quand est-ce que la fenêtre va être remplacée, pour qu'eux, ils s'organisent, s'ils veulent partir en vacances pendant les travaux ou pas. Voilà, c'est des choses très pratico-pratiques, un peu comme nous quand on fait des travaux chez nous, hein, quand on doit refaire la cuisine, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a renforcé la communication, mais qu'on fait déjà, surtout comment pas dépasser 20 degrés, attention au type d'électroménager, attention, prenez des douches plutôt que des bains, etc. Donc, on a utilisé le même package qu'on avait de communication parce qu'on ne voulait pas faire quelque chose de différenciant. Parce que si on massifie, on ne va pas pouvoir accompagner tout le monde comme ça. Donc, on a utilisé ça un peu plus fréquemment, en fait, sur l'accompagnement. On a renforcé, on a fait côté un peu plus énergie sur l'événement de fin de rénovation qu'on fait à chaque fois. Et on en a refait un peu après, ce qu'on ne fait pas à chaque fois. Et c'est tout. Et après, on regarde les chiffres. Et pour l'instant, on n'a pas détecté de gros problèmes. De signaux d'alerte. Voilà, on a des gens qui consomment beaucoup plus. On s'est rendu compte que ce n'est pas le chauffage, ce n'est pas la ventilation, ce n'est pas l'eau chaude, qui est d'ailleurs complètement sous-estimée surestimée en termes de consommation. On est à des facteurs deux fois inférieurs, en fait. C'est le reste. Bon, on n'a pas envie d'aller voir les gens en disant on vous redit pour la 4e fois que ça serait bien d'avoir quand même, un frigo à la place de 3. Ouais.
On touche un peu à la vie, à la team quand même. Là. On sait que ça va être très stable pour eux sur la part chauffage. Donc, ils se rendront compte au fur et à mesure. C'est leurs enfants qui leur parleront de ça, leur famille, etc. Notre stratégie de communication et d'accompagnement, maintenant, se fait aussi sur les autres, sur les associations, etc. Voilà. Et en faisant ça, ça fonctionne à peu près. Oui, on est assez content des résultats, en tout cas. On peut mettre ça dans la liste peut-être des conseils à donner aux organismes qui souhaiteraient se lancer, qui sont en train de nous écouter. Je parle d'organismes plus petits. On a bien mis en évidence que les grands, et Villogia en fait partie, sont déjà partis dans le mouvement. Conseils donc des points de vigilance peut-être à avoir du côté des bailleurs. Il peut y en avoir d'autres. Margot Pellegrino, je vous pose la question à tous les deux d'ailleurs. Quels sont les conseils, si on peut parler ainsi, ou en tout cas les points critiques à éviter pour les autres organismes, ceux qui vous écoutent et qui sont tentés quand même. Oui, c'est peut-être un point d'attention qu'on n'a pas suffisamment évoqué, qui me paraît intéressant, en tout cas qui avait émergé de nos entretiens, était le moment très important de la construction du cahier des charges de la part du maître d'ouvrage. Donc, comment est-ce qu'on se donne les moyens d'arriver à faire cette industrialisation des procédés? Par exemple, aux Pays-Bas, à nouveau, surtout au démarrage, comme c'était expérimental, comme c'était des projets pilotes, au départ, l'attention à la qualité, par exemple, aux matériaux biosourcés, aux circuits courts, c'est quelque chose qui n'était pas très présent. Donc ça a été un retour d'expérience qui a émergé aussi en France, avec ce point d'attention de se dire, OK, on a des objectifs à atteindre en termes de consommation. Ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est élargir le regard au-delà de simples questions énergétiques. Dire attention, au-delà du simple, entre guillemets, simple objectif net zero energy, mettons une attention particulière aussi à regarder comment on y parvient, comment on arrive à l'atteindre, avec quels matériaux, avec quelles procédures, avec quelles entreprises aussi on veut travailler. Les bailleurs sociaux mettent une grande attention aussi à travailler avec, par exemple, les entreprises de territoire. Et ça, c'est quelque chose qui tient très à cœur aussi à la région, à l'échelle métropolitaine. Donc, le fait d'avoir une filière, une construction d'acteurs du territoire qui puissent participer à ce projet. Alors, quand on parle d'industrialisation et de standardisation, si on va à l'extrême conséquence, on pourrait se dire qu'une façade construite au Japon et livrée, je parle vraiment par extrême, par caricature, pour montrer là où on va pouvoir en venir, et transportée, est-ce qu'elle a le même poids et la même valeur d'une façade préfabriquée par l'entreprise artisanale du coin qui monte en échelle, etc. Sans parler de l'impact. D'intention très important. L'impact environnemental. Qui rejoint cette idée de cycle de vie du produit. Fabien Lasserre, encore quelques remarques là, avant de... Alors, on approche déjà de notre conclusion. Peut-être rebondir un peu sur les conseils justement au maître d'ouvrage, parce qu'au début, nous, on ne pensait pas du tout que c'était possible. Voilà, on a dû faire plusieurs voyages aux Pays-Bas pour toucher un peu, pour constater que c'était possible, parce que c'est quand même un peu le Graal d'avoir des bâtiments à énergie zéro garantis. Voilà, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. La première chose, c'est d'y aller. C'est qu'on apprend en faisant. Et que là, je peux en parler, c'est parce qu'on a fait 5 projets maintenant. Sinon, je ne pourrais pas en parler. Et que c'est quelque chose qui va participer au changement profond de la profession. Donc, il faut commencer. En plus, ça donne beaucoup de... ça procure beaucoup de motivation en fait aux différentes équipes, que ce soit les chargés clientèle, les responsables de programme. Ça donne vraiment un sens. Ils se rendent compte qu'il y a une transformation. Ils en parlent dans leur famille. Tu sais, je fais des choses nouvelles. Et après, ils montrent aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de motivation et c'est très important. Je vous rejoins sur le cahier des charges. Il faut bâtir un cahier des charges d'une façon assez précise, mais dans un premier temps, pas vouloir embrasser peut-être tous les impacts environnementaux. Ça, c'est peut-être dans un second temps. C'est déjà une belle prouesse d'avoir quelque chose à énergie zéro, donc vraiment se focaliser dessus uniquement et après pouvoir élargir. Et puis peut-être pas partir tout seul, mais partir avec d'autres bailleurs ou avec des AMO pour accompagner. Voilà. Je voulais revenir aussi sur Energy Sprong. Nous, chez Villogia, en fait, comme on est l'un des bailleurs à avoir plus fait vraiment de projets grâce à des projets de recherche européens qui ont permis d'éponger une partie du surcoût qui reste très important encore pour ces projets. Nous, maintenant, on essaye d'adapter un peu le concept Energy Sprong. Comme vous disiez, ça a fonctionné aux Pays-Bas. Maintenant, on essaye de revenir à ce concept de produit. Pour nous, c'est quoi ? Est-ce qu'on doit vraiment toucher tout l'aspect environnemental ? On a travaillé sur les ACV, mais est-ce qu'on a l'argent pour le faire ? Voilà. Donc maintenant, là, on essaye d'adapter.
on a dit aux entreprises, nous, on a un objectif de coût autour de 45 000 euros. Donc, nous, on est prêt à adapter notre cahier des charges par rapport à ça, en se concentrant sur l'énergie dans un premier temps, pour que le surcoût soit absorbé par les marchés, pour donner des volumes, etc. De simplifier nos programmes, de simplifier aussi nos modes de passation des marchés. Voilà, donc il y a un dialogue qui doit se faire pour adapter, en fait, ce concept hollandais à la France. Et peut-être j'avais encore un point d'attention, peut-être Bien sûr, sur Margot. les aspects juridiques de responsabilité. C'est-à-dire que cette question de la préfabrication et donc de l'industrialisation et de la rénovation soulève des interrogations, des questions quant à la responsabilité juridique qui sont quelque chose que le maître d'ouvrage doit vraiment faire porter une grande attention. C'est-à-dire que juridiquement, effectivement, se pose la question de qui est responsable de ces éléments. Est-ce que c'est l'industriel qui l'a construit et assemblé ? Est-ce que c'est l'entreprise de construction qui l'a livré et l'a puis vraiment installé, greffé sur place ? Est-ce que c'est l'architecte qui a désigné, mais qui n'est plus autonome, enfin qui est surtout dans le marché global en performance, fait partie d'un consortium ? Donc, ce sont des éléments comme en plus sur le temps très long, sur l'échelle 30 ans, je veux dire, on ne connaît pas quelle est la réponse en termes de vie, de qualité aussi, de vieillissement de ces solutions. Ce sont quand même des façades nouvelles appliquées sur une façade existante. C'est quelque chose de très nouveau, dont on ne connaît pas forcément le comportement sur le temps long. Ce côté de responsabilité du juridique, c'est quelque chose qui doit être très bien appréhendé dès le début pour éviter des éventuels problèmes ou conflits. Remarque très importante, vous en êtes d'accord, Fabien Lasserre ? Oui, il faut l'analyse juridique. Nous, on a regardé ça avec nos services juridiques pour savoir exactement, et les assureurs aussi. Bien cadré avant. Pour cadrer. Après, il y a des solutions qui existent. Voilà. Bien sûr. Bien, écoutez, moi je trouve ça très très intéressant tout ce que vous nous avez apporté comme élément. Bravo à Villogia. Combien d'organismes en France sont lancés ? Vous êtes parmi les pionniers, je crois. Il doit y avoir une Est-ce que vous avez un chiffre l'un ou l'autre ? Au moins une vingtaine. Au moins une vingtaine. Ouais. Et on a parlé des régions, il y en a d'autres là qui seraient... on a parlé des Hauts-de-France, on a parlé de l'Île-de-France un petit peu, Pays de Loire, des Pays de Loire qui est très en avance, oui. Enfin, principalement, après, il y a des petits projets, il y en a dans plusieurs régions, mais les 3 macro-régions, ce sont les 3 macro-régions sur lesquelles on peut s'appuyer et auxquelles on peut demander peut-être des conseils. Si on vous entend bien, Fabien Lasserre. Bien, merci infiniment à tous les deux, à Margot Pellegrino. Je renvoie à vos articles. Je pense qu'on peut mettre en ligne les références à celles sur lesquelles nous avons nous-mêmes travaillé avant de vous recevoir. Et merci beaucoup à Fabien Lasserre. Merci à vous. Donc, merci à vous. pour Villogia, responsable du pôle innovation, pour être venu témoigner de ce qui est déjà en route. Merci et bonsoir à tous.